il y a eu un ensemble d'expériences de pensée exceptionnelles, des capacités à s'imaginer des situations qui ont permis de révolutionner notre conception du temps, de l'espace, de la matière, etc. Et là, on a l'impression, sous plein d'aspects, qu'on vit une période où on n'est pas soumis à des expériences de pensée, mais on doit affronter des expériences réelles. Et on est peut-être un peu moins intelligent en plus, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je veux dire par là que, par exemple, vu sous cet angle, la question de l'IA, intelligence artificielle, et est-ce qu'on a besoin d'un corps pour une pensée, c'est une des questions contemporaines qui est très débattue. Personne n'a la réponse. À part d'être dogmatique ou idéologique, personne ne le sait. Autrement dit, est-ce que cet organe du corps, qui est un cerveau, qui peut coder des états mentaux, qui est dans un corps, est-ce que ces interactions avec le reste du corps auquel il appartient sont nécessaires à la pensée ou pas? Nous pouvons disserter à loisir sur notre attrait pour l'altérité et sur la place que nous sommes prêts à faire à l'autre dans nos vies. Mais tout cela relève en réalité, au final, en dernière instance, comme dirait Étienne Balibar, du déclaratif. Le neurologue, lui, a cet énorme privilège d'avoir accès en deçà de nos beaux discours à la manière dont tout cela se passe concrètement sous la caboche dans notre cerveau. Que se passe-t-il dans nos têtes quand nous percevons un semblable, quand nous rappelons un souvenir du passé ou quand nous mobilisons une croyance? Sommes-nous vraiment en contact avec le dehors? Nos connexions neuronales sont-elles modifiées par notre expérience de l'altérité? Et le cerveau lui-même, dont nous ne faisons jamais l'expérience en première personne, n'est-il pas le premier autre en nous? Cette mystérieuse machine inconsciente qui mouline en silence des milliers de connexions neuronales pour nous permettre de nous rapporter et à nous-mêmes et au monde extérieur. Impossible, dans ce festival philosophique consacré à la question de l'autre, de ne pas faire place aux leçons que nous apporte sur cette question la révolution des neurosciences. En pénétrant à l'intérieur de notre cerveau, en cartographiant son relief et ses failles, ses canaux et ses plaines, et les circulations de l'énergie en leur sein, en suivant en direct, à l'aide de ces IRM, la manière dont les zones responsables de telle ou telle compétence s'allument et s'éteignent, les neurosciences ont accédé peut-être pour la première fois à l'intérieur de la chambre obscure de notre esprit. Émotion, perception, mémoire, langage, conscience, il n'est plus aucune opération de notre cerveau et de notre corps même qui ne puisse aujourd'hui faire l'objet d'une objectivation neurologique. Or, cette révolution scientifique, tel est le paradoxe qui est en cours, elle semble pour nous, qui sommes profanes, parler une langue étrangère, truffée de mots et de réalités dont nous ne faisons jamais l'expérience. Avez-vous déjà rencontré un synapse? Savez-vous où est votre hippocampe? Nous avons l'impression, nous les profanes, que la vie intérieure, en même temps qu'elle devient toujours transparente pour une petite élite privilégiée, comme Lionel Nakache, elle nous échappe. Et bien heureusement qu'il y a des esprits comme Lionel Nakache, bien décidés non seulement à participer à cette révolution, mais à la penser philosophiquement avec un public élargi comme nous aujourd'hui. Dans un premier temps, je vous demanderai de nous exposer les grandes lignes de cette révolution des neurosciences dont nous sommes en réalité les contemporains et qui est une grande révolution scientifique, essayer d'en comprendre les grandes lignes. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à votre idée si originale que le cerveau fonctionne comme une caméra de cinéma qui séquence le réel et produit de la continuité à partir d'un séquençage d'images discrètes. Enfin, dans un troisième temps, vous nous expliquerez le sens que vous donnez à cette idée de la discrétion et comment est-ce qu'elle nous permet aussi de penser des questions contemporaines comme le wokisme ou l'euthanasie, par exemple. Mais venons-en donc au premier temps à cette découverte du cerveau dont nous sommes les contemporains. Et je vous demanderai une question toute simple pour commencer. Qu'est-ce qu'un neurone? Bonjour Martin, et bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je voudrais avant tout, comme mes collègues, remercier les organisatrices et les organisateurs de ce festival Philosophia qui est fantastique, et vous remercier d'être là aussi. Donc ça fait un vaste programme dont on va parler, et pour essayer de motiver le fil rouge de la construction qu'on va essayer de suivre avec Martin, j'aimerais poser l'idée que au bout du chemin, le thème de l'autre sera là. C'est-à-dire qu'en réalité, ce dont je vais essayer de parler aujourd'hui, c'est vraiment, dans cet échange qu'on va avoir, c'est de voir comment on peut, du coup, utiliser un certain regard, comment on va questionner la manière subjective de laquelle nous pensons notre appartenance au monde.
Voilà, c'est ça pour moi la question qui est dans ce livre d'ailleurs. Mais du coup, en repassant par ces différentes étapes, au bout du chemin, j'espère qu'on sera dans les temps. Et de ce point de vue-là, mon approche se rapproche assez bien de Sophie Nordman vient d'intervenir auparavant. Si on devait non pas choisir des camps, mais avoir des affiliations, d'une certaine manière, pas de toutes les manières, je me sens assez proche de Descartes, et notamment avec l'idée, je ne pense pas qu'on puisse penser en sortant de nous-mêmes. Donc je veux dire qu'on est toujours enfermé dans notre posture subjective, que vous soyez un neurologue, un chercheur, un philosophe, celui que vous êtes ici et maintenant, il est enfermé dans cette fiction mentale consciente dont on va parler. Donc on est obligé de s'y intéresser. Et c'est pour ça que je crois qu'on est obligé de s'intéresser à la manière de laquelle nous pensons subjectivement notre rapport au monde, quelle que soit la valeur objective de cette pensée. Et c'est là-dessus que je crois que ce fil qu'on va essayer de faire aujourd'hui essaiera de... Donc c'est pour ça qu'on va parler de neurones, mais c'est pas pour balancer un neurone à toute force, si vous voulez. Je veux dire, pour non, n'importe quelle chose. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir un premier moment où on mettait un peu sur la table, bien sûr, je dirais, les éléments incontournables voilà, ouais. de la révolution des neurosciences. Ouais. Et je retiendrai peut-être trois moments. Vous dites qu'il y a 3 jalons fondamentaux dans cette révolution. Ouais. L'objectivation des neurones, la théorie de l'information, 2e jalon, et 3e jalon, le développement de l'imagerie encore plus contemporaine. Oui, absolument. Est-ce que vous avez raison. Nous poser ces 3 briques, bien et après sûr. on pourra peut-être... La première brique, évidemment, c'est pas exhaustif, mais c'est des sortes de jalons qui sont importants d'avoir en tête. Le premier, si on doit choisir des dates, des anniversaires des dates, en 1906, le prix Nobel de médecine, c'est une histoire d'ailleurs étrange, est remis à 2 grands chercheurs en fait. Un chercheur italien qui s'appelait Camillo Golgi, vous avez sans doute, certains d'entre vous connaissez cette histoire, et l'autre est un chercheur espagnol qui s'appelait Ramón y Cajal. Et alors le truc incroyable, c'est qu'ils reçoivent tous les 2 le prix Nobel, de médecine. Le premier, Golgi, pour sa découverte d'une technique de coloration des neurones, en fait, la coloration argentique, qui a révolutionné la façon dans laquelle on pouvait commencer à voir l'organisation spatiale, l'anatomie à l'échelle d'un neurone, résoudre ce qu'on appelle l'histologie, l'étude des tissus, étudier la connectique et l'étendue et l'observation pour la première fois des neurones. Voilà. Et Cajal a reçu le prix Nobel pour, en réalité, l'utilisation de la méthode de Golgi pour arriver à une thèse qui est la thèse dominante aujourd'hui, qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça la doctrine du neurone. En gros, on pourrait appeler ça, moi j'aime bien appeler ça, la théorie de l'individualisme neuronal. Alors je vous explique en un mot. Et là où l'histoire est savoureuse, c'est que Golgi, qui était un immense chercheur, était convaincu, pour plein de raisons qu'on pourrait discuter, que les neurones, évidemment, Martin parlait des synapses, donc les points de contact. Et une des questions à cette époque, c'est est-ce que lorsque 2 neurones se touchent, est-ce qu'ils entrent en continuité l'un avec l'autre? Est-ce qu'ils fusionnent leurs membranes et qu'à la fin, ils font une sorte de grand... ce qu'on appelle un syncytium, une sorte de grande cellule unique, quoi, si vous voulez. Donc est-ce que les neurones entretiennent des relations de continuité l'un à l'autre? Et ça veut dire en clair que le liquide cellulaire circule de l'un à l'autre. Ou est-ce que, et c'était l'hypothèse forte qui était théorique à l'époque de Cajal, que ces relations de proximité, de contiguïté, ne sont pas de la continuité, mais uniquement un contact, une contiguïté, mais une discontinuité entre les cellules, si vous voulez. D'où, c'est le terme que j'utiliserai pour discrétion, c'est pas au sens psychologique usuel de terme, mais pour dire quelque chose qui est mathématiquement discret, qui est séparé. Donc, première date, 1906, on pose les jalons de la théorie de l'individualisme neuronal. Et ce qui est étonnant, c'est que Golgi pensait le contraire de Cajal. Vous pouvez aller sur le site web du prix Nobel, vous avez les prix Nobel qui sont les conférences des deux récipiendaires, celle de Cajal est en français. Et c'est assez émouvant, parce que Golgi est content d'avoir le prix Nobel, mais il voit qu'on donne le prix Nobel à son collègue pour avoir détruit sa propre théorie, en fait, sa conceptualisation. Et je vous invite à le lire. Donc ça, c'est une première étape. Une petite question, on en a combien de neurones? Alors, on en a... vous savez, c'est comme... Il y a une blague, vous savez, c'est une blague un guide de musée, genre muséum d'histoire naturelle, et puis il dit, voilà, ce squelette d'animal préhistorique a 15 millions et 12 ans. Ah oui, comment vous savez? Parce que ça fait 12 ans que je suis là et on m'avait dit qu'il y avait 15 millions. Voilà. Donc pour répondre aussi, le nombre de neurones, on n'en a pas une estimation exacte. Mais l'approximation statistique, c'est qu'on considère qu'un être humain a environ 80 milliards de neurones, 80-90 milliards de neurones. Et là où ça devient important, c'est qu'on a parlé du neurone, donc cellule unique, qui est en contiguïté et pas en continuité avec ses voisins. On estime, là on rentre dans le vertige un peu des chiffres, que chaque neurone va être en communication avec environ 10 000 voisins. D'accord ? Donc vous imaginez toutes les connectiques. Et ce qu'on découvre aussi par la physiologie, l'électrophysiologie du neurone, c'est que le neurone est une cellule excitable, donc elle peut être dans 2 états,
Donc vous savez que toutes les cellules ont une différence de voltage, de potentiel électrique transmembranaire. Mais la différence, c'est que les neurones font partie de ces cellules qui sont excitables. Ça veut dire, lorsque la différence de potentiel atteint une certaine valeur, elle peut déclencher ce qu'on appelle un potentiel d'action, donc un signal qui va être envoyé, propagé par l'axone du neurone vers, donc communiqué vers ses voisins. Donc chaque neurone est dans 2 états, on peut dire au repos ou activé. Et ce n'est pas pour rien qu'on le dit, parce que, évidemment, cet aspect binaire va être important. Alors, si vous commencez à vous poser la question, du coup, un cerveau de 80 milliards de neurones, dont chacun peut être dans 2 états, ça nous offre une machine naturelle, biologique, à coder des états mentaux, ou en tout cas à coder de l'information. À quel niveau? S'il y a un neurone, ça fait 2. S'il y a 2 neurones, ça fait déjà théoriquement, si toutes les connectiques sont possibles, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Et puis s'il y en a 3, vous multipliez, ça fait 8. Et là, vous êtes du coup en gros à 2 puissance 80 milliards ou 90 milliards d'états possibles du cerveau. Et ça, on le garde dans un coin de la tête pour tout à l'heure. Mais ça, c'est la première date, si on veut dire. C'est l'entrée dans les neurosciences contemporaines. Elle rentre avec ça. La seconde, dont Martin parlait, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se jouer complètement différent, qui n'est pas des neurosciences au début du tout, qui est de la psychologie. L'étude de la vie mentale. Et l'étude de la vie mentale, comme quand on jette un regard historique, eh bien, on a utilisé plusieurs métaphores, arrière-plans conceptuels, voire paradigmes pour penser la vie mentale. Par exemple, souvenez-vous, à l'époque de Descartes, quand vous lisez les traités de l'homme, etc., on a vraiment les concepts hydrauliques, mécaniques, la circulation des esprits animaux dans les tubes des nerfs, etc. Donc on met à contribution les principes de la physique naissante, mécanique, hydraulique, etc. Et puis après, vous aurez, beaucoup plus tard, par exemple, le paradigme du réflexe. Et si vous relisez Pavlov, souvenez-vous du chien de Pavlov, mais le chien de Pavlov, c'est beaucoup plus complexe que le chien de Pavlov. L'hypothèse forte de la théorie réflexe, c'est qu'on pourrait même expliquer des schémas mentaux extrêmement complexes par ce concept biologique du réflexe. Et puis vous avez de la thermodynamique, avec, d'une certaine manière, la psychanalyse, par exemple, elle arrive à une période où les concepts de thermodynamique sont importants, d'énergie, de circulation. Voilà. Et puis, du coup, pourquoi cette petite introduction? C'est qu'après-guerre, essentiellement sur la côte est des États-Unis, vous avez un ensemble de gens, des cybernéticiens, des mathématiciens, quelques neurobiologistes ou neurologues qui vont dire on va, je le fais très court, mais on va oser un nouveau paradigme en fait. On va oser une nouvelle façon, une nouvelle manière de penser la vie mentale. On va se dire est-ce que plutôt que de penser la vie mentale comme de la circulation mécanique simple, comme des réflexes, est-ce qu'on pourrait penser ça comme un traitement d'information? Traitement d'information au sens même mathématique du terme, c'était peu de temps après la théorie de Shannon de l'information. Ça veut dire, est-ce qu'on va pouvoir dire, oser le pari, que lorsque vous avez une émotion indicible ou que vous êtes en train d'avoir une idée créative fantastique, on pourrait ramener ça à un traitement informationnel d'états mentaux. Donc les états mentaux seraient des états d'information dans votre esprit, et que la pensée, la vie mentale, serait du traitement de l'information au sens pas presque, mathématique du terme. Et il faut bien voir que c'est ce qui va donner ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Psychologie cognitive, ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire qu'on utilise la métaphore informationnelle. Et moi, je ne suis pas spécialement âgé, mais au début de ma carrière, j'ai connu des psychologues cognitivistes qui étaient tout à fait rétifs à l'idée de faire des neurosciences, en disant si on commence à salir la pureté, la complexité merveilleuse de notre discipline avec les balbutiements des neurones, on va tout perdre. Donc, je veux dire, ça ne va pas de soi d'être transdisciplinaire. Et c'est dans les années 80, vraiment, on voit apparaître le mouvement dans lequel nous nous situons, la plupart de mes collègues et moi, ce qu'on appelle les neurosciences cognitives. C'est qu'en gros, vous vous dites, je résume aussi, si on pousse l'hypothèse que la vie mentale, c'est du traitement d'information, ok, c'est la psychologie cognitive, cet héritage original, et si on cherche à lui trouver une assise biologique, eh bien, il s'avère, avec ce qu'on disait juste avant, que ce cerveau dont les 90 milliards de neurones ont 2 puissance 90 milliards états possibles, là on a un organe biologique de traitement de l'information. Et donc les neurosciences cognitives, leur paradigme, c'est de dire jusqu'où on peut utiliser cette métaphore de l'information avec un organe qui traite l'information pour arriver à décrire la vie mentale. Et c'est ce que je dis est extrêmement synthétique, parce qu'en réalité, vous savez, peut-être une idée clé qu'il faut avoir aussi en plus, c'est que le cerveau, comme vous le savez, ce n'est pas un microprocesseur. Ce n'est pas une structure matérielle qui est figée. C'est une structure biologique qui est en permanence en transformation. Ça veut dire que l'anatomie, les fibres des neurones, le nombre de neurones vivants morts, ce qu'on appelle la pondération des synapses. Et donc à tous ces niveaux d'organisation du tissu jusqu'au niveau moléculaire, voire submoléculaire, vous avez en permanence
une dynamique. Donc votre cerveau n'est jamais 2 fois le même, si vous voulez, même pendant qu'on parle, même si les changements sont sans doute minuscules, mais ils sont là. Donc il faut bien garder en tête que cette métaphore, c'est une métaphore qui est à prendre au sérieux. Est-ce qu'elle est exhaustive, est-ce qu'elle est complète? C'est une question ouverte, mais il ne faut pas la réduire comme une sorte d'argument d'homme de paille en disant, voilà, les neurosciences cognitives veulent décrire le cerveau ou la vie mentale comme un ordinateur des années 60. On parle d'autre chose, là, c'est disqualifier le débat, en fait. Donc voilà, peut-être, c'est date principale. Et peut-être troisième, il y a eu aussi l'apport de la photographie, de l'IRM, c'est-à-dire qui a permis d'objectiver ces deux hypothèses. Oui, alors tu as raison, Martin, il y a à la fois ce qu'on appelle le domaine de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Et là, peut-être juste 2 commentaires rapides, c'est qu'on dispose de beaucoup de techniques qui permettent d'enregistrer l'activité de notre cerveau lorsque nous sommes soit au repos, dans des états différents, la veille consciente, le sommeil, ou des états pathologiques, le coma, les crises d'épilepsie, tout ce qui malheureusement existe en termes de désordre, et puis de l'observer avec des différents outils. Donc il y a l'IRM fonctionnel, qui était vraiment aussi une avancée majeure, mais on dispose de beaucoup d'autres techniques, et pour le faire court, on aime bien classifier les techniques d'imagerie cérébrale selon 3 critères. Est-ce que ce sont des techniques qui vont mesurer directement l'activité des réseaux de neurones ou pas? Par exemple, l'IRM fonctionnel, c'est une méthode indirecte qui est fondée sur un couplage entre l'activité nerveuse et le débit sanguin cérébral. Donc en IRM fonctionnel, vous ne mesurez pas l'activité des neurones, vous mesurez les conséquences de l'activité des neurones sur l'apport de sang oxygéné dans les volumes élémentaires que vous étudiez. Voilà. Et puis le deuxième facteur, c'est la précision anatomique. Est-ce qu'on peut dire quel est le bout de cerveau qu'on est en train d'observer, qu'on mesure? Et là, on a des méthodes qui sont riches et d'autres qui sont plutôt floues en termes spatial. Et le troisième point, c'est la précision temporelle. Et dans l'étude de la pensée, l'échelle temporelle qui nous intéresse, c'est celle d'une fraction de seconde, c'est celle de quelques dizaines de millièmes de seconde, si on décompose les actes mentaux. Et donc, les techniques de cette nature, ce sont ce qu'on appelle les techniques électrophysiologiques, l'EEG, la magnétoencéphalographie et différentes techniques dérivées. Donc ça nous fait un nombre d'outils qui sont assez nouveaux. Et peut-être, je ne sais pas si je peux rajouter une chose, mais il faut aussi garder en tête qu'une des sources importantes de cette connaissance provient des patients, provient des malades neurologiques, des malades psychiatriques. Et là, juste un mot à dire, parce que c'est même très intéressant, très important d'abord de le reconnaître, de le savoir, c'est que dans ma discipline, je fais de la neurologie en couplant ça aussi avec la recherche, bien en neurologie, l'étude des patients va vous permettre évidemment d'essayer de comprendre leur maladie pour arriver à les aider, à les soigner, voire à les guérir parfois. Et ça c'est certain, mais ça c'est commun à toute la médecine, on pourrait dire. Mais il y a quelque chose de spécifique, c'est que quand vous allez étudier les conséquences de lésions cérébrales sur la vie mentale, vous allez quasiment systématiquement enrichir votre compréhension de la vie normale, de la vie mentale normale, si vous voulez. Je prends un exemple. Quand un patient présente un trouble de mémoire antérograde, il ne peut plus fixer des nouveaux souvenirs, eh bien on découvre, dans les années 50, il y avait des travaux visionnaires fin du 19e siècle, mais disons fin des années 50-60, on découvre que ces patients qui ont une amnésie, qui ne peuvent plus, dans les formes sévères, ce qu'on appelle un oubli à mesure, ne peuvent pas encoder un nouvel épisode de leur vie, eh bien néanmoins, on va se rendre compte qu'il y a plein de formes de mémoire qui ne sont pas cette mémoire, qui continuent à fonctionner normalement. Par exemple, la mémoire procédurale, la mémoire sémantique. Et donc, on va commencer à se rendre compte que derrière la mémoire pensée au singulier, il y a plutôt en fait une sorte de mécano cérébral et psychologique avec une constellation de systèmes de mémoire différents. Donc là, le fait de passer de la mémoire au singulier à la mémoire au pluriel, les mémoires, c'est grâce essentiellement à l'observation des patients. Et là, je l'ai dit pour cet exemple, mais les neurosciences du langage, de la perception, de la conscience doivent énormément à l'étude des patients. Donc là, il y a un statut particulier. Alors merci, on a un peu les briques de cette nouvelle discipline. Ce que je voudrais vous demander maintenant, c'est qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça a apporté concrètement sur la connaissance, l'observation des opérations mentales en quoi est-ce que de savoir que tel neurone s'active ou pas, que telle zone cérébrale est en jeu ou pas, qu'est-ce que ça a apporté dans la connaissance d'une perception, d'un souvenir, d'une croyance? Merci beaucoup, parce que c'est une question fondamentale. Là aussi, pour poser les repères, par exemple, le fait que je m'intéresse au cerveau, ça ne relève pas de ce que j'appellerais la cervolatrie. C'est-à-dire le cerveau en soi ne m'intéresse pas, en fait. Mais je fais le détour par le cerveau
Parce que le passage par le cerveau permet de révolutionner des concepts, en fait. C'est ça l'idée. On peut prendre un exemple. Il y a des sortes de cycles dialectiques. Donc moi, d'une certaine manière, si je devais me définir, je dirais que je suis plutôt du côté de la psychologie. Ce qui m'intéresse, c'est comprendre la vie mentale. Alors je prenais l'exemple de la mémoire. Si je peux le garder, peut-être ça peut être intéressant. Vous commencez avec une définition. Vous pourriez vous dire, eh bien la mémoire, c'est la capacité à pouvoir enregistrer, je prends le paradigme informationnel, mais on peut le traduire dans d'autres, enregistrer une information, la stocker et pouvoir la réévoquer plus tard. On pourrait dire une définition très générale. Alors je vais vers le cerveau et je découvre que des patients, notamment il y avait un patient historique qui s'appelait Monsieur H.M., qui après son décès, son identité a été révélée, et aussi par ses proches, s'appelait Monsieur Molaison. Et ce patient, il a joué un rôle historique dans l'histoire de la connaissance de la mémoire. Je fais très très vite pour qu'on ait le temps d'aborder beaucoup de sujets. Mais il avait une épilepsie réfractaire au traitement de l'époque, dans les années 50, aux États-Unis, côte Est. Et un chirurgien propose de lui enlever les hippocampes, d'où venaient probablement ces crises. Donc il a eu les hippocampes retirés. Et au réveil de l'intervention, 1957, si je ne me trompe pas, il avait quasiment plus de crise d'épilepsie, donc il y a eu un vrai bénéfice pour l'épilepsie. Mais le patient n'était plus capable de coder le moindre nouveau souvenir. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'était, par exemple, pour vous donner, imaginons qu'il soit dans la conférence, il peut écouter la conférence. Tant qu'il est là et qu'il a ça à l'esprit, il peut la conserver en mémoire dite de travail. Mais si il sort dans la rue, il compte jusqu'à 10 et on le fait revenir, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu, jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a été très 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 étudié. Et évidemment, ces interventions ne se font plus. Mais le point important, c'est qu'en explorant ce patient, on découvre ce que je vous disais. Notamment en France, il y a Francis Eustache, qui est un des grands acteurs, des grands chercheurs de la mémoire. La multiplicité des systèmes de mémoire. On n'a pas une mémoire, mais plusieurs mémoires. Et donc, si vous réfléchissez, une fois qu'on fait ce détour par le cerveau, par les pathologies, quand on revient à la psychologie, eh bien, on a changé notre regard théorique de la mémoire, puisqu'on a maintenant la nécessité de la penser au pluriel, alors qu'on n'avait pas vraiment de raison de la penser au pluriel auparavant. D'accord ? Alors, si on fait un deuxième cycle, je vous en propose 3 sur la mémoire, on va se concentrer sur la mémoire des épisodes de notre vie, la mémoire consciente qui va fonder notre identité subjective. Eh bien, en général, si on s'intéresse à la mémoire, si on va vers le cerveau, par exemple, à nouveau, on va se rendre compte toujours que ces hippocampes jouent un rôle important. Et vous savez que la maladie la plus connue, malheureusement, qui affecte au début cette forme de mémorisation épisodique consciente de notre vie, c'est la maladie d'Alzheimer. D'accord ? Mais assez rapidement, plusieurs équipes se sont rendues compte que le problème des patients qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est pas uniquement de se souvenir du passé. Parce que lorsqu'on les teste sur ce qu'on appelle les tests de mémoire du futur, alors mémoire du futur, ce n'est pas de la parapsychologie. C'est mémoire du futur, ça veut dire, est-ce que vous pouvez vous projeter dans le futur, imaginer ce que vous allez faire ce week-end ou cet été, etc. Et on se rend compte que ces patients ont les mêmes difficultés, aussi intenses, pour penser le futur que le passé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en quelques années, notre conception même de la mémoire épisodique a changé en se disant, la mémoire, en fait, c'est une fonction projective. La mémoire, sa dimension vraiment première, c'est pas le passé, parce que c'est le passé et c'est le futur, mais c'est surtout pouvoir échapper au présent, en fait, pouvoir présenter à l'instant et pouvoir imaginer un futur différent, ou un passé aussi y réaccéder. Et donc là, vous voyez, on a une deuxième boucle, et c'est ce détour par le cerveau, à chaque fois, va nous donner des éléments clés. Si j'en donne un troisième, c'est une des plus grandes histoires des neurosciences contemporaines. Donc on revient sur les hippocampes. Donc on a compris qu'elle joue grâce aux patients HM, grâce aux patients de la maladie d'Alzheimer. On sait que du coup ces hippocampes jouent un rôle indispensable, non pas tout seul dans un bocal, mais branché sur le reste du cerveau. Il y a cette notion de projection. Une des découvertes fascinantes, c'est qu'en réalité, dans cette région-là, il y a des neurones qui, a priori, n'ont pas de lien direct avec la mémoire, mais ils ont un lien avec l'orientation dans l'espace. Quand vous êtes rentré dans ce cloître, eh bien... immédiat dans cette salle des Dominicains, une sorte de GPS cérébral a codé la position de votre corps dans cet itinéraire. Voilà. Et ça, il y a eu un prix Nobel remis en 2014 pour les découvreurs de ce GPS cérébral. Je ne vais pas le détailler trop. Mais le point intéressant, donc là, si vous suivez bien l'argument, c'est que dans ces régions dites de la mémoire, il y a une autre chose qui, a priori, n'a rien à voir.
c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui va coder notre position dans l'espace, une sorte de localisation spatiale. Et la découverte, c'est la suivante, c'est que lorsque vous vous endormez la nuit, eh bien, lorsque vous passez dans certaines phases du sommeil, notamment en sommeil profond, votre GPS se rallume, si on veut parler comme ça, et rejoue en accéléré des milliers de fois les trajectoires de la veille, donc vos trajectoires spatiales. Et ce qu'on a découvert, c'est que si dans des modèles animaux, vous empêchez ça, ou vous manipulez, vous testez, vous faites la recherche sur ce phénomène, qu'on appelle le replay nocturne, eh bien, vous allez perturber pas seulement l'orientation dans l'espace, mais la mémorisation de ce que vous avez vécu lorsque vous étiez là où vous étiez. Autrement dit, on révèle un lien très puissant entre la localisation dans l'espace et la mémoire. Par exemple, voilà, Martin le disait, je ne suis pas philosophe, mais je m'intéresse par mes recherches et mes questionnements à la philosophie. Alors quand vous reprenez par exemple la théorie de Bergson, la conception de Bergson du temps, et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais par exemple Bergson avait une critique massive de la critique d'un temps spatialisé. C'est-à-dire le temps spatialisé, c'est vraiment appliquer au temps une dimension qui est celle de l'espace et qui n'est pas du tout celle dans laquelle se déploie le temps. Donc le temps des physiciens spatialisés. Et en réalité, sans être spécialement contre Bergson, mais en tout cas, là on voit que ce passage par le cerveau nous montre qu'effectivement l'espace joue un rôle important, qu'il y a une dimension fondamentalement spatiale de notre capacité à mémoriser ce que nous avons vécu au fil de nos itinéraires, de nos trajectoires. Ce qui veut dire aussi que la conception des lieux contemporains, d'après moi, doit tenir compte de cela. C'est-à-dire que si on est dans des lieux, par exemple nous on est dans un bâtiment de recherche magnifique mais qui est un peu trop symétrique, donc vous ne savez jamais vraiment où vous êtes, eh bien je pense que ce n'est pas optimal pour arriver à consolider vos mémorisations de ce que vous avez vécu là où vous étiez. Voilà par exemple ces éléments-là. Mais philosophiquement, en vous entendant, je me dis ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on se représente les neurosciences comme des disciplines qui concentrent toutes nos opérations mentales dans le cerveau. En réalité, ce que vous venez de dire là, Merleau-Ponty le disait déjà, c'est que la mémoire, elle est corporelle, puisque pour que j'ai une mémoire, il faut que je me représente ma position dans l'espace quand j'ai vécu les expériences que j'ai vécues. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement le cerveau qui se souvient, c'est le cerveau avec le corps. Absolument. Et de ce point de vue-là, nous, on traque souvent, on est toujours à l'affût de ce qu'on appelle le dualisme résiduel. Donc, disons qu'on est, je pense, la plupart des chercheurs biologistes sont monistes. Si on reprend l'intervention précédente, on se situe dans une forme de ce que Feynman décrivait comme une immanence. Donc il y a un monisme. Voilà. De ce point de vue-là, on peut penser d'ailleurs que la pensée de Spinoza, qui proposait la première solution géniale d'un monisme intégral qui permet d'éviter tout dualisme, en disant en fait la pensée et l'étendue, la chose pensante, la chose étendue, c'est deux attributs d'une seule et même substance. Ça colle très bien en surface avec le discours contemporain. D'accord ? Alors, dans cette perspective-là, on cherche à chaque fois, est-ce que je ne suis pas un peu dualiste ? Non pas comme une sorte d'inquisiteur, mais parce qu'il y a beaucoup de pièges de dualisme résiduel. Et l'un d'entre eux, c'est d'oublier que le cerveau fait partie du corps. Je veux dire, c'est pas le cerveau et le corps. Le cerveau est un bout du corps. Il est dans le corps. Il est incarné, quoi. Et ça, c'est important de pas l'oublier. Mais effectivement, le cerveau tout seul, et de ce point de vue-là, on vit une période assez, alors très problématique pour plein d'aspects, et aussi, c'est pas un mais, exceptionnel. Moi, je sais pas, souvent, un peu en rigolant, mais à moitié, quand vous prenez la physique du début du XXe siècle, il y a eu un ensemble d'expériences de pensée exceptionnelles, des capacités à s'imaginer des situations qui ont permis de révolutionner la conception du temps, de l'espace, de la matière, etc. Et là, on a l'impression, sous plein d'aspects, c'est une petite digression, qu'on vit une période où on n'est pas soumis à des expériences de pensée, mais on doit affronter des expériences réelles. Et on est peut-être un peu moins intelligent en plus, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je veux dire par là que, par exemple, vu sous cet angle, la question de l'IA, intelligence artificielle, et est-ce qu'on a besoin d'un corps pour une pensée ? C'est une des questions contemporaines qui est très débattue. Personne n'a la réponse, à part d'être dogmatique ou idéologique, personne ne le sait. Mais c'est un domaine en soi qui est fascinant à explorer. De dire, autrement dit, est-ce que cet organe du corps qui est un cerveau. Alors, au passage, je ne vous ai pas tout dit sur le cerveau, il y a les cellules gliales, il y a plein d'autres choses, mais donc cet organe qui peut coder des états mentaux qui est dans un corps, est-ce que ces interactions avec le reste du corps auquel il appartient sont nécessaires à la pensée ou pas ? Autrement dit, est-ce ce qu'on appelle brain in the vat, un cerveau vraiment dans une cuve, qu'on alimenterait en perception en sortie, est-ce qu'en fait il serait capable de penser, d'être conscient ? Matrix, c'était un peu ça, c'est une expression d'un philosophe américain, brain in the vat. Et bon, on est là-dedans en fait, c'est des questions à affronter. Voilà. Alors venons-en peut-être
à des choses un peu plus concrètes. Vous proposez dans le cinéma intérieur d'analyser nos perceptions quotidiennes à partir de cet abord donc, neurologique. Mais vous dites, non seulement notre cerveau est fait de neurones qui sont dans des rapports de contiguïté et non pas de continuité, donc ils seront séparés les uns des autres, mais la plus simple des perceptions elles-mêmes est produite à partir de fragments de perception que notre cerveau travaille pour produire, comme un réalisateur de cinéma, de la continuité avec des images discrètes et disparates. Est-ce que vous pouvez expliquer cette idée que notre cerveau est non seulement composé d'éléments discrets, mais mouline de la discrétion en permanence? Oui, alors, et là on se rapproche du thème qui d'après moi est essentiel pour aujourd'hui et qui va du coup, l'idée en arrière-plan, c'est toujours de se dire, vivant subjectivement de la manière dont on vit, quelles idées on va avoir sur notre lien au monde. Voilà. Et un des points qui me semble essentiel, c'est que sous beaucoup d'aspects, disons l'intuition naturelle immémoriale des hominidés, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont continues au sens mathématique, que l'espace est continu, que le temps est continu, que notre identité subjective est continue. Donc on est nourri par de la continuité, et sous beaucoup d'aspects, je pense qu'il y a de la discontinuité, en fait. Et c'est un des aspects contemporains des neurosciences de montrer cette discontinuité sous-jacente. Et du coup, il ne s'agit pas de condamner la continuité, mais de rendre la situation plus clairvoyante sur la manière de laquelle on fonctionne. Et de ce point de vue-là, j'ai choisi le terme de discrétion, pas simplement pour dérouter les esprits, la discrétion, etc., mais parce que même dans notre vocabulaire, le fait que le terme de continuité soit super fréquent et parle pour tout le monde, et que quand on cherche à penser quelque chose qui n'est pas ça, on parle de discontinuité. Autrement dit, on parle d'une sorte de définition négative de la continuité. On n'a pas une définition positive, en fait, du discret. Alors, il y a des termes, discrétisme, etc. Mais du coup, j'ai proposé d'utiliser la discrétion sous cet angle-là. Alors, du coup, en ayant dit ça, effectivement, la première des choses, peut-être, c'est de se dire que lorsque vous êtes en train de me percevoir et que moi, je vous perçois également, je vis subjectivement quelque chose comme une sorte de flux continu de ma perception, hein, une sorte William James parlait du conscious stream, du stream of consciousness, le flux de conscience, un flux qui semble introspectivement comme ça plutôt continu. Et ce que j'ai fait dans cet ouvrage qui s'appelle Le cinéma intérieur, c'est de collecter les éléments qui nous montrent, comme le disait Martin, que derrière cette impression subjective de continuité, il y a en fait un phénomène plus complexe. C'est que d'une certaine manière, notre esprit-cerveau, si on veut l'appeler comme ça, dans la perception visuelle, on fait des sortes de captures d'instantanés à une certaine fréquence, environ, on pense que c'est environ 10 par seconde, et à partir de ça, toujours nous-mêmes, hein, on mouline à partir de ces images discrètes cette sorte d'étoffe de film subjectif continu. Je vous donne un exemple. Vous avez tous été au cinéma, et au cinéma, il y a le fameux 24 images secondes. Donc si vous réfléchissez à cette idée sous l'angle de l'art cinématographique, quand vous êtes assis ou assise dans une salle de cinéma, on peut dire ce fait un peu contre-intuitif, c'est que le film dont vous faites subjectivement l'expérience, on ne vous l'a pas montré. On vous a envoyé des images discrètes et vous percevez quelque chose qui est continu. Ce qui veut dire indubitablement que ce qu'il y a entre les images discrètes, c'est vous qui l'avez fait. Alors comme c'est vous, mais pas consciemment, votre vous conscient ne le sait pas. Mais c'est comme ça que ça procède. Et si on arrive dans cette sorte d'initiation un peu caverne de Platon, si vous pensez au film Matrix, vous vous souvenez du film Matrix, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, quand il y a l'initiation du personnage principal, Neo, qui en croit pas ses yeux, au début tu vis dans une matrice, etc., un peu brain in the vat dont on parlait tout à l'heure, on lui donne, je ne sais plus quel était le nom de son maître, lui donne des indices. Vous vous souvenez, il y a la scène par exemple, lorsqu'il y a une scène de déjà vécu dans la matrice avec un petit chat, etc., c'est qu'en fait il y a un bug de la matrice, donc on a des indices pour savoir qu'on vit dans la matrice. Alors, par allusion, on a un indice quand on est au cinéma pour débusquer ce moulinage du discret en continu. L'indice le plus connu, c'est ce qu'on appelle the wagon wheel illusion, c'est l'illusion de la roue qui tourne à l'envers. Vous avez tous vu, depuis les westerns ou sur l'escalier d'Odessa, partout, les voitures, etc. On voit tout le temps au cinéma des roues qui vont tourner soit dans le bon sens, soit dans le sens opposé.
Alors au cinéma, c'est très facile d'expliquer parce qu'en fait, comme effectivement on vous envoie une série d'images fixes, selon la vitesse de la roue et la fréquence d'échantillonnage de la caméra qui enregistre le mouvement, eh bien la série d'images va pouvoir vous envoyer des images qui vont dans le bon sens. Mais si la roue, par exemple, fait un tour entier à chaque fois, ben vous verrez la roue immobile, alors qu'elle bouge, vous savez bien qu'elle bouge. Et si elle fait plus, par exemple, que la moitié d'un tour pour un rayon entre deux images, vous aurez un phénomène de précession. Et donc, au passage, on a du coup aussi on rentre dans l'économie psychique, c'est qu'on a, en physique, il y a le principe de moindre action, on pourrait dire qu'il y a un principe de la moindre trajectoire. Votre machine à faire du continu à partir du discret pour la perception visuelle prend des éléments et il invente la trajectoire la plus courte pour faire sens de ces événements. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même quand vous voyez votre corps bouger, votre perception consciente de votre corps bouger, ce n'est pas directement le mouvement de votre corps, c'est une construction de votre esprit sur votre corps. Et si vous ne me croyez pas, vous avez le droit, hein, je ne suis pas un gourou, là, malheureusement, on peut retourner vers la neurologie. En neurologie, on a des situations qu'on appelle des akinétopsies. Il y a des patients qui vont de manière soit transitoire, heureusement, soit durable, malheureusement, perdre ce moulinage du discret en continu et donc vont vivre dans un univers où si ils interagissent ou qu'ils sont là, eh bien, ils voient le monde un peu comme, vous savez, j'aime bien donner l'exemple de 1, 2, 3 soleil, le jeu des enfants, où justement vous fermez les yeux et quand vous rouvrez les yeux, tout a bougé. Mais vous voyez les choses de manière stroboscopique. Eh bien, ces patients n'ont plus ce moulinage. Donc on peut rentrer dans aussi la neuroscience de ce moulinage, de ce cinéma intérieur. Donc vraiment, c'est au sérieux que je prends cette analogie du cinéma, parce qu'à nouveau, la magie du cinéma, pour moi, c'est cette idée de faire des entrées discrètes qu'on vous envoie sur les rétines et que vous percevez quelque chose de continu. Et ça, on est déjà dans cet univers fictionnel. Et d'une certaine manière, on peut en discuter, il y a quelque chose, à mon sens, de vertigineux, si vous êtes holiste, si vous n'êtes pas téléologique, si vous n'êtes pas finaliste, de se dire que dans l'histoire des arts visuels, vous avez un art qui va apparaître vers la fin du 19e siècle, super moderne, super technologique, pour l'époque, ignorant de tout ce qu'on vient de dire, mais qui a convergé par essai-erreur, ou je ne sais pas, qui a convergé, alors que ça paraît très neuf comme technologie, sur l'une des propriétés immémoriales de notre esprit, qui fonctionne depuis la nuit des temps, mais qu'on n'avait pas vraiment compris. Donc il y a quelque chose dans ce cinéma intérieur, voilà, qui peut-être va au-delà d'une simple métaphore, capture quelque chose. Alors vous dites que tous nos sens sont discrets, c'est-à-dire séquencés en unités distinctes et pas continues, sauf un, oui. L'odorat. L'odorat. Alors l'odorat, du coup oui, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, alors par quel angle prendre ça? Nos sens obéissent tous à la même structuration neurologique, neuroanatomique. Et là, il y a un petit détour différent à faire, court, hein, n'ayez pas peur, mais c'est qu'en fait, la plupart de nos sens, prenons par exemple la vision, eh bien, vous avez un épithélium sensoriel qui va convertir des photons à travers un processus complexe en activité nerveuse. Cette activité nerveuse va finir par un chemin compliqué par arriver à votre cortex, derrière. Et puis en fait, avant d'arriver au cortex, elle est passée par une structure profonde, donc ce qu'on appelle un noyau profond qu'on appelle le thalamus. Je crois qu'en grec, thalamus, ça veut dire chambre nuptiale, c'est ce qu'on m'avait dit. Le lien, je ne le sais pas. Mais donc thalamus, les informations passent par le thalamus, qui est une sorte de gare de triage, et qui va du coup notamment filtrer beaucoup d'informations et l'envoyer à des territoires très très cantonnés, si vous voulez. Et ces territoires cantonnés, par exemple le cortex primaire, qui va recevoir ces informations, va les traiter, va les envoyer à toute une cascade de régions. Donc il y a un côté bottom-up, si vous voulez. Ça va des régions les plus simples aux régions les plus complexes. Voilà. Et ce qu'on vient de dire avec cette étape du thalamus et de la gare de triage, ça marche pour tous les sens, tous sauf un, voilà, sauf l'olfaction. Et l'olfaction, c'est le seul de nos sens qui court-circuite le thalamus. Et ça veut dire qu'en réalité, les informations olfactives, lorsqu'elles sont transformées en activité nerveuse, elles vont être en prise directe sur des régions de notre cerveau qui sont en fait essentiellement des régions impliquées dans la mémoire, l'émotion et la conscience. Autrement dit, ce que je crois, en réfléchissant à cet aspect du discret et du continu, c'est que subjectivement, lorsque vous pensez à la vision, vous pouvez adopter une attitude, vous savez, comme Nietzsche de Naissance de la tragédie, où il compare
l'apollinien et le dionysiaque, vous pouvez vous dire « j'ai un recul par rapport à ma vision, je peux avoir une certaine distance, je ne fais pas un avec l'objet visé. Je vois quelque chose, mais ce quelque chose, ce n'est pas moi. Et si je ferme les yeux, je ne le verrai plus. Je peux imaginer, je peux contrôler mentalement ce que je perçois. » Et c'est vrai pour la plupart des sens, sauf l'olfaction. Et l'olfaction, de ce point de vue-là, je pense qu'il a une dimension de sens dionysiaque et il peut nous donner l'impression de faire partir d'un grand tout. Voilà, et donc, je pense que l'olfaction nous tire dans la représentation subjective vers l'idée d'appartenir à un grand tout dont nous ne sommes qu'une pièce et duquel nous ne pouvons pas nous extraire en réalité. Donc c'est vrai que l'olfaction, parce que je cherchais dans ce livre, par exemple, il y a d'autres situations. Dans certaines crises d'épilepsie, quand vous interrogez les patients, ils vont vous dire, pas dans toutes, dans certaines crises, qu'ils ont un sentiment d'appartenance au monde, de faire une sorte d'unité cosmique avec l'univers, une sorte vous voyez, de ce sentiment un peu d'élan océanique, comme ça, et qui vraiment donne l'impression aux patients d'avoir eu accès à une sorte de conscience du monde, de ne plus être discret au sens discontinu, mais d'être dans la continuité de la substance, voilà, si on voulait dire comme ça. Alors on y est justement, allons maintenant donc dans cette exploration de notre être au monde. Qu'est-ce que la discrétion nous permet de penser de notre être au monde et de notre expérience de l'altérité. Vous utilisez donc cette idée de discrétion pour penser notre inscription à la fois dans le monde et je dirais avec les autres, question de l'empathie notamment avec autrui, et vous dites c'est parce que nous sommes des êtres discrets, c'est-à-dire séparés, que nous avons la capacité d'être au monde. Est-ce que vous pouvez expliciter cette proposition ? Oui, alors je vais essayer de le faire rapidement aussi, mais l'idée c'est qu'en fait, donc si on prend cette idée... on revient sur le cogito de Descartes, mais sous un angle qui est très individuel. C'est-à-dire, là, je ne parle pas de l'espèce humaine, du genre humain, on parle d'un bonhomme à un moment donné, quelqu'un est dans sa vie mentale consciente subjective. Et il doit penser le rapport aux autres. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a deux grandes voies. Il y a une voie qui consiste à se dire je peux me préoccuper de mon lien avec vous, mais j'ai bien conscience que je ne suis pas vous, que nous sommes des entités discrètes. Voilà. L'idée, c'est, si on est tous d'accord qu'on fait partie du monde, se faire partie, est-ce qu'on peut l'interroger ? Et que si on se tourne vers les mathématiques nous ont donné cette paire de lunettes que j'ai mise à profit dans ce livre, d'écrire des ensembles mathématiques discrets ou des ensembles mathématiques continus. Et je vous rappelle que dans le discret, par exemple les entiers naturels, eh bien, un nombre, non seulement il est différent des autres, par exemple 2, il est différent des autres, mais en plus on peut lui assigner des voisins, on connaît ses limites exactes, avant 2 il y a 1, après il y a 3, voilà. Dès que vous passez dans un ensemble continu, par exemple l'ensemble des nombres réels, il y a toujours 2, il est toujours différent des autres, mais maintenant vous êtes bien en peine d'identifier ses frontières avec le reste, parce qu'entre 2 points, vous aurez toujours une infinité de points, et l'espace euclidien, géométrique, c'est un espace qu'on peut modéliser par les nombres réels. Donc on voit cette idée mathématique, je peux penser mon lien au monde comme être en continuité avec vous, ou bien comme je fais partie comme vous du monde, mais je ne suis pas vous, et il y a de la contiguïté sans continuité. Voilà. C'est ça le point de départ. Et l'idée que je défends... Une forme d'individualisme ontologique. Oui, absolument. Mais du coup, je pense que la prise de conscience de ce statut discret pourrait être un point de départ, mais j'explore où ça nous mène. Et que par exemple, on a besoin de la continuité. Je crois qu'on a besoin des deux idées. Mais ce que je propose, je suis désolé parce que je le fais en très accéléré, mais ma proposition, c'est de commencer par prendre conscience de notre statut discret. Donc je ne suis pas vous. Et une fois que cette première étape est franchie, d'oser ce que j'appelle le comme si de continuité, c'est-à-dire volontairement, en sachant que ce n'est pas ça notre condition, mais de m'engager dans un comme si de continuité avec vous au nom du lien que j'ai envie de construire. Voilà. Et pourquoi je dis ça, ça peut paraître bizarre ou un peu inutilement compliqué, c'est que si on revient sur le statut, on pourrait dire ontologiquement discret, si vous voulez penser votre lien à l'autre sans commencer par vous dire « je ne suis pas vous », un des risques, c'est ce que j'appelle la pseudo-continuité, c'est que quand vous pensez l'autre ou pensez le monde, en fait, vous ne quittez pas votre nombril. C'est toujours vous, c'est à vous que vous pensez. Vous le pensez à travers vous, mais vous n'arrivez pas vraiment à adresser cette altérité ou cet autre avec un grand A dont on parlait l'autre fois ou tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a... Et je peux donner un exemple. Et là aussi, les neurosciences ont été intéressantes. Il y a un concept très important qui s'appelle l'empathie dans la cognition sociale, dans l'éthique interindividuelle, à quel point on peut éprouver une affection pour la souffrance d'autrui. Et pour le faire très vite, très rapide, une des découvertes importantes,
c'est qu'on dispose de 2 mécanismes cérébraux et psychologiques d'empathie. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a mal, vous allez pouvoir éprouver de l'empathie à travers deux phénomènes parallèles. Il y a un premier circuit de l'empathie, qui est un circuit qui est une empathie automatique, irrépressible, très rapide, qui ne vous demande aucun effort mental, qui se joue en vous de manière involontaire. Et si on creuse cette empathie-là, cette empathie, c'est une empathie miroir, et qui revient à dire que quand je vois quelqu'un avoir mal, en fait, je me sens engagé parce que ce quelqu'un, ça pourrait être moi, en fait. C'est moi au sens de l'autre, de la chaise de tout à l'heure, des 2 chaises. C'est un peu la même chose, ça pourrait être moi. Et puis, il y a une deuxième modalité de l'empathie, qui est une empathie qui est volontaire, qui est délibérée, qui est consciente, qui a un coût cognitif. C'est pas facile de le faire. Vous ne pourrez pas faire autre chose en même temps quand vous allez l'exercer. Et qui est lente. Lente à notre échelle, c'est que ça va demander quelques secondes pour arriver à l'engager, alors que l'autre s'engage en une fraction de seconde. Et ces 2 empathies, on a besoin des 2, et c'est comme ça qu'on est construit, c'est comme ça qu'on procède, si vous voulez, on a les 2. Et d'avoir un équilibre entre les 2 formes d'empathie, c'est très important. Et j'ai un collègue, un ami qui s'appelle Nicolas Danziger, qui a exploré ces phénomènes il y a quelques années, en s'intéressant, et là on retourne à la neurologie, à une population de patients qu'on appelle des patients qui ont une insensibilité congénitale à la douleur. Donc en général, suite à des problèmes génétiques, souvent non familiaux, c'est des mutations comme ça uniques, ces patients vont vivre cet état incroyable, surprenant, qu'ils n'ont jamais éprouvé la douleur physique de leur vie, en fait. Et donc ce qu'a fait Nicolas, c'est qu'il a exploré ces patients avec différentes approches, et notamment, il leur a montré des photos de gens qui ont mal. Et donc si on montre à ces patients des photos de gens qui ont mal, pour le faire très court, il a pu découvrir que le circuit miroir de l'empathie, donc l'empathie, j'ai de l'empathie parce qu'en fait, je suis en train d'éprouver ce que j'éprouverais si c'était toi, si j'étais à ta place. Comme ils n'ont jamais eu de douleur, ce circuit-là juste ne s'active pas. Ils n'ont pas d'empathie miroir. Par contre, ils conservent de manière totalement intacte la capacité à s'engager dans une empathie volontaire. Alors de ce point de vue-là, si on reprend cette paire de lunettes, on pourrait dire un peu que l'empathie miroir, automatique, réflexe, impulsive, rapide, elle est très précieuse, hein, je suis pas en train de la... Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est juste une description. Dans ce modèle-là, elle relève un peu de penser son lien à autrui comme en continuité. En fait, toi et moi, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que je m'occupe de toi, parce que ça pourrait être moi. Et puis, il y a une manière plus altruiste, il y a plus d'efforts, qui en fait, où je m'intéresse à toi, pas parce que ça pourrait être moi, parce que tu es, si on reprend là aussi un aspect plus ontologique, tu es radicalement autre. Et c'est pour ça que je m'intéresse à toi, et que je me soucie de toi. Et donc c'est pour ça que je pense, à travers cette paire de lunettes du discret et du continu, on peut arriver, si je donne 2 exemples, à voir comment on peut essayer de dresser une forme d'éthique de la discrétion et de la continuité, mais en ces 2 étapes. Si on prend la discrétion toute seule, ce que j'appelle la discrétion radicale, ça ne nous étonnera pas, elle nous amène à ce qu'on peut appeler l'égoïsme radical. Et l'égoïsme radical, pour moi, une fois de plus, c'est pas péjoratif, hein, on décrit, c'est comme de la taxonomie, on décrit ce qui est possible. L'égoïsme radical, il commence pas avec l'égoïsme à l'égard des autres, il commence à l'égoïsme vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que nous-mêmes, on est une suite d'états discrets. Et que, là aussi, ce que je déploie pour dire on doit penser notre lien aux autres à travers la notion de discontinuité pour ensuite inventer volontairement un comme si de continuité, c'est vrai aussi avec nous. C'est-à-dire que notre identité subjective, elle-même, à travers le temps, elle relève plus d'une sorte de mosaïque discrète. Et là, si on se tourne vers la littérature, vers les romans, vers le cinéma, on a énormément d'exemples. Moi, j'aime bien souvent citer ce passage qui m'avait à l'époque beaucoup marqué dans La Recherche de Proust, dans La Fugitive, quand le narrateur Albertine est parti, il y a ce passage incroyable où il décrit la prise de conscience de la multiplicité des moi qui, chacun à son tour, va apprendre la disparition d'Albertine. Il y a lui qui va s'asseoir sur un sofa, lui qui va aller chez le coiffeur, il y a le piano là. Et le narrateur dit « Ah oui, en fait, prise de conscience que derrière cette continuité subjective, moi, il y a... je ne suis pas un nihiliste, il y a une succession d'états discrets, mais qui définissent moi. C'est-à-dire un ensemble discret, ça existe. Ce n'est pas parce que vous êtes une suite de mosaïques que vous n'êtes rien. Donc on peut tirer cette idée. Donc il y aurait l'égoïsme radical si vous faites que de la discrétion, avant tout parce que vous êtes égoïste, d'une certaine manière, vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous êtes dans celui que vous êtes ici et maintenant, sans construire de lien comme si de continuité, avec ceux d'avant, si vous voulez, c'est ça que je voulais dire. Et puis du côté de
la continuité radicale, on aurait la pseudo-continuité, c'est de penser que je pense aux autres, mais en fait je ne pense pas aux autres, je pense à moi, en pensant penser les autres, c'est-à-dire je ne peux pas sortir de moi, donc si je pense que j'accède à la conscience du monde, eh bien en fait j'accède simplement à moi, ça me met dans un état très plaisant d'être comme ça, mais ce n'est pas la conscience du monde à quoi j'accède, je ne sors pas de moi, jamais en fait, et vous non plus, je pense que... voilà. Alors, je vais essayer de sortir là un peu de moi-même. Petite objection, comment est-ce qu'on évite dans ce schéma-là la régression à l'infini? C'est-à-dire, si je suis, moi, Martin Legros, une succession d'états discrets, qui établit une continuité entre ces états discrets? La machine, le cerveau, qui opère cette continuité? Elle l'opère de manière discrète. Alors, et oui. Donc, est-ce qu'on ne remonte pas à l'infini au lieu de dire on est en contact avec les choses directement? Bien sûr. Alors il y a deux éléments peut-être de réflexion. C'est une question importante. Le premier, c'est que dans cette, en fait, la discrétion de la conscience ou la discontinuité de la conscience, elle échappe à une certaine forme de régression à l'infini. Vous vous souvenez de Zénon Délé avec la tortue et le lièvre, etc. En fait, les états conscients, ils ont une durée minimale. C'est-à-dire pour être, en fait, tel qu'on le décrit aujourd'hui au laboratoire, par exemple, on estime que nos durées conscientes, nos états conscients, ils durent à peu près 2 à 3 dixièmes de seconde dans un état à peu près stable, et puis ils basculent brutalement dans un autre, et dans un autre. Autrement dit, parce que j'entendais votre question, Martin, sous l'angle, c'est quoi en fait un état conscient? Mais on ne peut pas le réduire. C'est-à-dire qu'en fait, ce temps discret fait qu'en dessous de l'échelle de ces 200-300 millisecondes, ça n'a pas de sens de poser la question de savoir est-ce qu'il y a une microseconde consciente ou pas. Être conscient, c'est être conscient dans un état stable du cerveau qui a une durée minimale, qui est ça. Donc déjà, disons que ces motifs de mosaïque, ils ne peuvent pas avoir un aspect fractal qui serait infinitésimal. Ils sont fondamentalement discrets comme ces petites briques qu'on pourrait décrire. C'est ça l'hypothèse. Ensuite, le comme si de continuité dont je parle, c'est en fait, il relève cette fois-ci de la volonté du sujet, de l'agentivité du sujet. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai parce que c'est 2 minutes. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une décision volontaire du sujet. Donc, je vais écarter la question, on en parlait tout à l'heure dans une des interventions, la question de la liberté, et qu'évidemment, personne ne sait ce que ça veut dire, la liberté. Mais nous, on a un concept intéressant que je vous propose, qui est le concept en fait, d'agentivité. Donc, l'agentivité, c'est vous demandez à un individu si subjectivement, il se sent l'agent d'une pensée ou d'une action. Alors ensuite, vous pouvez rentrer et questionner. Est-ce que cette pensée ou cette action, quels sont ses déterminismes, etc. Mais ce n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est est-ce que le sujet revendique subjectivement qu'il s'agit de son action ou de sa pensée. Et il me semble qu'on peut évidemment dériver une éthique, non pas du libre arbitre qui, d'après moi, ne veut pas dire grand-chose, mais une éthique de l'agentivité. C'est-à-dire que les situations dans lesquelles on se sent les agents de nos pensées ou de nos actions, eh bien, on peut construire une éthique, mais qui naît depuis cette posture subjective de l'individu. C'est-à-dire, étant donné qu'il se sent être lui-même l'agent de cette action, de cette pensée, eh bien, il dispose à ses propres yeux d'une responsabilité, et donc on peut construire cette éthique à partir de là. Donc, ce comme si de continuité, il viendrait de cette agentivité consciente, à un moment donné, de faire le choix de s'engager dans cette relation-là. Et le deuxième point, c'est celui qui m'aurait pris plus de temps, donc je suis désolé de le faire très en haïku un peu, mais une des conceptions qu'on a, parce que si vous voulez rester, on va dire cartésien au sens conscience individuelle, subjective, et en même temps moniste au sens il y a une seule substance, si on veut l'appeler comme ça, mais sans être spinoziste, ça demande un peu d'effort. Et alors un des efforts, c'est qu'en fait, on pense que le cerveau, par exemple, il peut être décrit à différents niveaux d'organisation. On commençait par les neurones tout à l'heure. Les neurones, il se passe des choses au niveau des neurones ou des cellules gliales, quoi. Et puis quand vous montez dans les structures, jusqu'au réseau de plus en plus complexe et à un cerveau complet, vous allez avoir des niveaux de propriétés émergentes, et ce n'est pas un mot magique ou un gros mot, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des comportements complexes qui ne sont pas présents aux échelles inférieures. Et la manière de laquelle on conçoit le fonctionnement du cerveau, c'est en permanence des phénomènes montants qui sont causés par les niveaux les plus bas, et puis des phénomènes descendants qui viennent des niveaux les plus hauts et qui sont animés de fonctions et de propriétés qui ne sont pas à ces niveaux plus bas. Donc on cherche ce qu'on appelle des lois de passage entre ces différents niveaux. Autrement dit, tout ça peut être sous le soleil une histoire de matière, mais comme le disait Dennett par exemple, si vous prenez un verre,
il ne faut pas se scandaliser à l'idée qui est de l'immatériel. C'est-à-dire qu'un verre, on peut lui définir un barycentre, qui est un point mathématique qui n'a ni longueur, ni surface, ni volume, ni masse. C'est un point mathématique, voilà, c'est un objet immatériel. Et on peut assigner à un objet matériel un barycentre. Autrement dit, le fait qu'un objet matériel puisse avoir des propriétés immatérielles, en soi, ce n'est pas un argument qui doit nous dire il y a autre chose, il y a l'esprit. Donc, mais simplement, et donc, le pari des neurosciences cognitives contemporaines, c'est de pousser ce monisme pour voir jusqu'à quel point on peut arriver à rester de manière explicative dans une posture où, effectivement, la vie mentale, et donc ici le comme si de continuité, peut être pensée par le sujet sans appeler une carte joker. Voilà. Merci de cette concentration quasi métaphysique. Je voudrais, avant de laisser la place aux questions, juste très rapidement, parce que c'est très précieux, je trouve, 2 mots sur la manière dont ce concept de discrétion peut avoir des applications à des débats très très contemporains d'éthique. Vous avez fait partie du comité d'éthique. Vous l'appliquez par exemple à 2 questions, et je trouve qu'il apporte un éclairage magnifique. Il ne résout pas ces questions, mais il permet de les poser de manière un peu plus précise et plus juste. La question de la transsexualité et la question de l'euthanasie. Alors, c'est des questions énormes, mais juste, en quoi la question de la discrétion permet de poser ces questions de manière un peu plus grave et précise. Alors, merci. Je vais de haïku en haïku, je suis désolé, ça va finir lynché. Non, ce que je veux dire, c'est peut-être... D'abord, ce qui m'a encouragé dans cette aventure, c'est qu'à un moment donné, je suis tombé, quand j'ai voulu aller vers... sortir de l'individu pour aller vers le rapport aux autres, en fait, le rapport aux autres humains, à soi-même dans le passé et au monde non humain, donc, qui a été évoqué aujourd'hui aussi. Donc on est vraiment dans le rapport à l'autre. J'ai été encouragé par la découverte que peut-être l'homme qui a révolutionné la façon de laquelle on va penser le lien politique au XXe siècle et aujourd'hui au XXIe siècle, on peut dire sans discussion, je pense, de par tout ce qu'il a développé, déclenché comme soutien ou comme opposition, je pense à Karl Marx. Et quand vous étudiez Karl Marx, je ne connais pas l'œuvre de Karl Marx dans les détails évidemment, mais quand vous découvrez que sa première dissertation, c'est un essai sur le concept d'atome chez Démocrite et Épicure, qui est en gros la question du discret dont je vous parle depuis tout à l'heure, alors sans être un peu dans un élan métaphysique, vous dites, il y a quelque chose là effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on pense le statut de l'individu subjectif comme quelque chose de discret. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous invite à lire ou à relire. C'est un texte assez court, c'est un texte de grande jeunesse, je ne sais pas, il avait 25 ans, je ne sais pas exactement. Mais mon hypothèse, c'est qu'en fait, ce n'est pas une erreur de jeunesse. Je pense que la pensée politique, elle dérive de ça. Pour les plus familiers de ce texte, il va comparer Démocrite et Épicure, et il va prendre en gros le soutien d'Épicure contre Démocrite à l'encontre de beaucoup de gens, de la tradition philosophique, et notamment, il va s'intéresser au clinamen, le fait que les atomes, dans leur chute, ils puissent être, en fait, avoir une forme de liberté, si je le fais en très très court. Et du coup, si on décline cette éthique du discret ou du continu, et qu'on l'utilise comme paire de lunettes pour questionner nos questions contemporaines, la fin de vie, tu parlais de l'euthanasie, je m'intéressais aussi au wokisme, par exemple, tous les mouvements progressistes. Eh bien, on arrive, pour le faire très très court, à la chose suivante. D'abord, je n'ai pas de solution, je ne suis pas, une fois de plus, ni un gourou, ni un idéologue, mais à chaque fois, en fait, à l'aide de cette éthique, ce que vous arrivez à avoir comme paire de lunettes, c'est de vous dire, le niveau premier est indépassable, c'est la discrétion subjective d'un individu. Ne pas prendre en compte ça en premier, ça va nous mettre dans des problèmes. Donc je prends 2 exemples. Sur la fin de vie, je mets de côté la question législative. Je parle juste du rapport individuel. Quelqu'un qui à un moment donné, pour 1001 raisons, a le souhait de mettre fin à son existence. Évidemment, vous n'avez rien à dire, excepté des situations de grande détresse où il y a vraiment un appel, etc. Mais je parle de beaucoup de situations qui sont des situations autonomes de l'individu. Moi, je n'ai personnellement rien à dire à ça. Le seul élément qui me semble intéressant, c'est chaque fois dans ces situations d'essayer de donner plus de liberté ou d'agentivité à l'individu en lui rappelant que son souhait ici et maintenant, c'est pas le souhait d'une sorte d'entité idéalisée qui est lui, mais c'est le ici et maintenant de la mosaïque qui fait lui, c'est lui tel qu'il est ici et maintenant. Et ça veut dire que ça conduit à quoi, vous allez me dire? Je ne suis pas quelqu'un qui cherche quelque chose de très pragmatique. Ça veut dire, je ne cherche pas des recettes de cuisine. Je ne suis pas en train de dire il faut pas. Mais juste, dans ces situations qui sont critiques dans la société ou chez l'individu, de reposer le problème à l'angle de c'est ce que je pense ici et maintenant, pour plein de raisons. Et ce truc-là, ce n'est pas nécessairement
à confondre avec mon moi idéalisé qui, je pense, n'existe pas. Je donne un exemple parce que ça paraît paraître un peu gratuit. En médecine et en neurologie, vous voyez tout. Vous pouvez voir des personnes qui, n'étant pas malades, se disent si un jour j'ai une situation de handicap, je veux avoir les moyens de pouvoir mettre fin à mon exemple parce que je ne veux pas vivre le handicap. Et c'est la décision de la personne qui est en bonne santé à ce moment-là, qui n'est pas malade. Et il m'est arrivé de rencontrer des individus qui, ayant eu un problème, ont totalement changé, en fait, je ne vais pas détailler des histoires, évidemment, mais j'ai vu l'inverse. Vous pouvez avoir des personnes qui sont totalement dans un discours qui peut être animé par plein de choses, et pas uniquement par des motifs religieux, etc., mais par plein de choses, et qui, quand ils vivent sur quelque chose, eh bien, leur moi, ici et maintenant, a changé. Et ce n'est pas une difficulté, mais ça veut dire qu'il faut respecter la complexité de ces choses-là. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Quand j'écrivais ce livre, j'étais tombé sur un texte d'Axel Kahn, qui, vous savez, Axel Kahn, ce grand généticien et philosophe, qui est décédé, malheureusement, et qui parlait du suicide de son père. Donc on en parle parce que lui-même en parlait. Et il avait ce passage où il disait, en fait, son père lui avait laissé une lettre, si je me souviens bien, c'était le seul des 3 enfants à qui il avait écrit, et Axel Kahn avait dit j'aurais aimé pouvoir parler avec mon père, pas nécessairement du tout pour le faire changer d'avis, mais pour pouvoir ne pas être dans le, vous voyez, l'ici et maintenant, sans recul sur la nature de ma décision. Voilà. Si je dois dire un mot, parce que c'est une question très sensible, je parle, moi, du rapport de soi à soi sur cette question de la fin de vie. Je ne parle pas de l'aspect législatif. Du point de vue législatif, le seul point qui, moi, me préoccupe, c'est les effets de normativité. Voilà, c'est le seul point qui me préoccupe. Ça veut dire qu'un effet de normativité, ça veut dire que la société puisse vous renvoyer dans l'état dans lequel tu es. 99% des gens choisissent ça, donc tu ne vas pas nous gonfler. Je le fais un peu violemment, un peu résumé, mais ces effets de normativité, quand vous êtes en médecine, ils existent. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des internalisations par les patients. Je ne parle pas, mettons la fin de vie de côté. Donc je veux dire simplement que dans la réflexion qu'on doit avoir sur la fin de vie, il faut aussi prendre en compte tous ces effets qui ne sont parfois pas suffisamment pris en compte. Et là aussi, dernière chose, c'est que pour aborder ces questions, il faut être le moins dogmatique possible. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous considérez une histoire humaine, et là je reviens sur ce qui était dit avant, non pas l'autre comme une chaise, mais l'autre avec un grand A, c'est-à-dire une histoire humaine de monsieur et madame machin, qui vit ça maintenant ici et qui a eu son existence, en réalité, si vous faites vraiment l'effort de rentrer dans la singularité d'une situation, eh bien, c'est pas la construction de ma phrase, c'est pas grave, mais c'est essentiel en fait. Ça veut dire je ne pense pas qu'il faille se laisser guider par des sortes de court-circuits dogmatiques, de tous bords en fait, pour arriver en fait à ne pas faire attention à la personne qui est pour le coup, qui n'est pas la deuxième chaise, mais qui est quelqu'un, qui est cette personne-là, qui est cette personne-là, voilà, qui est de ce point de vue-là, dans l'altérité un peu radicale. Voilà. Et je dis clairement ceci, que je ne parle pas avec une sorte d'idéologie ou d'agenda en tête, c'est juste ça. Alors, peut-être le deuxième exemple, comme ça on prend les questions. Ma position sur le wokisme, par exemple, c'est que je trouve, pour le faire très clair, il y a un chapitre consacré à des exemples très précis, c'est que je considère que dans toutes les luttes contre des oppressions, toutes ces luttes me semblent, pour la plupart d'entre elles, tout à fait, et puis je ne suis pas un juge de paix, légitimes, mais le seul point où ça me pose problème, c'est quand la cause d'une lutte implique la suppression du niveau individuel, qui pour moi est le seul niveau à partir duquel tout doit se construire. Donc je prenais un exemple précis. Je n'ai pas le souvenir des noms exactement, mais il y avait eu, je pense au moment d'Obama, une jeune poétesse, je rentre dans le détail, noire, américaine, hétérosexuelle, qui avait écrit un poème. Je crois qu'elle s'appelait Amanda Gorman. Et il y avait une poétesse néerlandaise homosexuelle qui avait proposé une traduction, en fait. Et il y a eu des pressions contre elle en disant « Vous ne pouvez pas la traduire parce que vous n'êtes pas noire, américaine et hétérosexuelle. » Alors pour moi, ce type est problématique. Pourquoi ? Est problématique à 2 égards. Le premier, c'est qu'il annule le niveau de l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je décide de m'engager dans une cause et que moi, de ma conscience subjective de laquelle je ne peux pas sortir, j'ai construit un système de pensée dans lequel je me sens avec une empathie volontaire ou une association, je ne vois pas pourquoi on m'empêcherait de soutenir une cause, etc. Et plus pervers que ça pour moi, c'est qu'en faisant ça, ça laisse implicitement l'idée que toutes les femmes noires, américaines, hétérosexuelles sont une sorte de continuum indistinct, alors qu'une fois de plus, moi, j'ai un seul message dans cette éthique-là,
c'est qu'on ne peut pas sortir, on est comme le poisson dans le bocal, on ne peut pas sortir de notre discrétion individuelle. Donc aussi proches pouvons-nous être. Nous serons toujours évidemment en contiguïté et jamais en continuité. Et c'est vrai tout le temps et pour toutes les questions. Mais ça n'empêche pas de construire du lien, mais d'une manière délibérée, ce comme si de continuité. Et donc on peut essayer de s'associer ou de favoriser des luttes progressistes contemporaines, mais en rééquilibrant ce balancier pour mettre et conserver au cœur l'individu. Voilà, c'était ça mon... Merci beaucoup Lionel Nakache, c'était passionnant. Merci.